Bonjour à tous et bienvenue. Le sujet de jour va être les premiers contacts entre les Grecs et les Perses, d'un voisinage commercial à la confrontation impériale. Donc nous allons être sur le 5e siècle et nous allons parler principalement des rencontres entre les Grecs et les Perses, donc de la révolte de Lyonie et des guerres médiques. Une rencontre progressive entre diplomatie, commerce et domination. Les contacts entre ces deux populations, les Grecs et les Perses, ne débutent pas par la guerre. Au contraire, ils s'inscrivent d'abord dans un cadre commercial et diplomatique. Des échanges anciens bien avant les guerres. Dès le 7e siècle avant notre ère, donc avant Jésus-Christ, les cités grecques, notamment celles de la côte ionienne, comme Milet, Éphèse ou Phocée, développent des échanges avec les royaumes à l'intérieur anatolien. Donc les Lydiens, les Mèdes. Ces relations sont fondées sur le commerce, donc les métaux précieux, le vin, l'huile, les étoffes, des emprunts culturels comme l'usage de la monnaie inventée en Lydie, dont nous reparlerons juste après, et une forme d'interdépendance économique. Mais à partir du milieu du 6e siècle, le contexte change radicalement. Et c'est au premier contact physique réel entre les Grecs et les Perses. L'expansion de l'Empire perse en Asie mineure vers 546 avant notre ère. Donc des fois, vous étonnez pas si dans certaines vidéos sur l'Antique, je dis en moins telle année. Comme ça me permet de me repérer, notamment personnellement, sur où je me trouve. Parce que entre certaines périodes, il est compliqué de se repérer même si tu dis avant notre ère. Un peu trop de blabla. Donc l'expansion de l'Empire perse en Asie mineure. Le roi Cyrus II, aussi nommé Cyrus le Grand, fondateur de l'empire perse achéménide, entreprend une série de conquêtes. Il bat le roi Crésus de Lydie, à Sardes, qui est une satrapie, vers 546 après un célèbre oracle ambigu de Delphes. En effet, Crésus dominait politiquement les cités grecques d'Ionie. Il a eu vent de l'arrivée de Cyrus le Grand, le roi perse. Ainsi, il a envoyé une ambassade religieuse à Delphes où, comme vous êtes nombreux à le savoir, il y a la Pythie. La Pythie, c'est un oracle, c'est l'oracle d'Apollon. Et donc, à cette Pythie, Crésus lui a demandé qui sortira gagnant de cette guerre. Qu'est-ce qu'il adviendra? Ainsi, la Pythie lui a répondu: un grand empire disparaîtra. Mais Crésus, qu'est-ce qu'il fait? Il pense que, non, c'est pas lui qui allait disparaître. Il domine les cités grecques d'ioniques quand même. Mais les dieux, ils n'étaient pas d'accord. Non, c'est faux. Non, non, non. C'est l'empire donc de Crésus qui a disparu. En renversant la Lydie, Cyrus le Grand devient suzerain indirect des cités grecques d'Asie mineure. Il ne les annexe pas violemment, mais impose un système de tribus et une administration tolérante dans la tradition perse. Les cités gardent leur institution interne. Elles doivent payer un tribut régulier qui se nomme le phoros, qui est un impôt, une taxe, une sorte de taxe. Elles doivent respecter les satrapes perses, donc les gouverneurs provinciaux. Exemple, la satrapie de Sardes gouverne toute la Lydie et la côte ionienne. Ce modèle est typique de la politique perse. Souplesse religieuse et culturelle, mais exigence d'obéissance politique. Également, les Grecs ont ainsi un sentiment de liberté, ils se pensent toujours libres malgré la présence des Perses, mais c'est uniquement parce que, notamment, ils ont une liberté de culte, et les Perses leur laissent cette liberté parce que ceux-ci ont leur propre religion également, la religion mazdéenne, donc à la gloire d'Ahura Mazda, et non pas de la voiture. Hein. Et avec cette religion, ils pensent que seuls les Perses sont dignes de cette religion, ainsi ils ne l'imposent pas aux Grecs. Ils préfèrent la garder pour eux. Un malaise croissant chez les Grecs d'Asie, entre loyauté forcée et identité menacée. Une domination perse vécue comme un affront. Même si les Perses ne cherchent pas à convertir
ou écraser culturellement les Grecs, leur domination est mal vécue. Surtout dans la cité de Milet, qui est un phare de la pensée grecque, pour deux raisons principales. Les valeurs politiques grecques, c'est-à-dire autonomie, isonomie, donc égalité devant la loi, se heurtent par la centralisation impériale des Perses. Et également le paiement du tribut et la présence de garnisons perses créent un sentiment d'humiliation. Les cités grecques ne peuvent plus librement décider de la guerre, de l'alliance ou du commerce. Cela va à l'encontre de l'idéal civique grec où l'autonomie, Eleftheria, est un pilier fondamental. Et également, la cité de Milet est dirigée par un tyran qui se nomme Aristagoras et dont nous allons parler un peu plus tard. La tension monte vers la révolte. Vers la fin du VIe siècle, des tensions éclatent entre les cités ioniennes et leurs tyrans locaux, souvent perçus comme des collaborateurs des Perses. Ces tyrans parfois imposés ou soutenus par les satrapes. Attention. Dans ce climat surgit Aristagoras, le tyran de Milet. Attention, il est quand même tyran par intérim parce qu'il remplace son père ou son grand-père. Figure centrale du déclenchement de la révolte de Lyonie en 499 avant notre ère. En difficulté politique, il tente de rallier les cités grecques à une insurrection. En 499, Aristagoras répond à un appel à l'aide d'une cité, la cité de Naxos, présente dans les Cyclades. Celle-ci demande de l'aide pour rétablir le calme, l'ordre, mais Aristagoras n'y va pas pour ça, il y va pour établir une tyrannie. Ainsi, il échoue puisque Naxos a demandé de l'aide des cités continentales. Seules cités qui ont pu répondre, c'est Athènes et Érythrée qui ont envoyé quelques trières, ce qui sont des navires. Elles ont envoyé quelques trières et ainsi la révolte, le soulèvement, la mise en place de la tyrannie a échoué. Aristagoras, il sait qu'il ne peut pas revenir en Asie mineure, dans l'Empire perse, parce qu'il sait que le grand roi ne le laissera pas s'en sortir comme ça, qu'il sera condamné à mort. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait ? Il met en place une mutinerie. Il fait se révolter toutes les cités d'Asie mineure. Du moins, il essaye. Il fait enlever tous les tyrans des cités, sauf lui, bien sûr, il y reste. Et cette insurrection ne fonctionne pas, elle est stoppée en 494 par les Perses. Mais Milet est détruite, bien évidemment. Mais tout ça prend un tournant décisif, puisque ainsi le roi perse montre son pouvoir, mais il prend également conscience que les Grecs d'Asie mineure ou des Cyclades comme Naxos ne sont pas seuls, puisqu'ils ont demandé de l'aide aux cités continentales qui, celles-ci, en ont donné, pas toutes, bien sûr, puisque Sparte n'a pas répondu à l'appel. Donc, cette révolte marque un tournant décisif. Les Athéniens, en participant, s'exposent à la vengeance du grand roi, et le conflit prend une dimension idéologique. Le despotisme oriental contre l'autonomie grecque. Une opposition de plus en plus structurée, naissance d'un imaginaire du barbare. Les Perses deviennent dans l'imaginaire grec l'archétype du barbare, à toujours marqué avec des guillemets, bien entendu. Mot qui désigne l'étranger non grec, souvent vu comme soumis, luxueux, efféminé, vivant sous une monarchie absolue, avec donc le grand roi. L'opposé de l'idéal civique grec où il y a des discussions, des égalités devant la loi et une liberté. Cette opposition est alimentée par la littérature grecque comme Hérodote, Halicarnasse qui est une cité d'Asie mineure comme je l'ai dit un peu plus tôt, et Échille qui est pas un poète, qui est un... Et Échille qui est un dramaturge qui fait les pièces de théâtre. C'est deux hommes et donc la littérature grecque met en scène le contraste entre ces deux peuples
Et cette opposition est également utilisée avec la propagande, notamment par Athènes, pour justifier sa propre domination en prétendant défendre la liberté grecque. Le choc n'est pas seulement militaire, c'est un choc culturel et politique qui donne naissance à une identité grecque négative fondée sur la distinction avec le Perse. C'est ainsi que nous en arrivons aux guerres médiques, une confrontation décisive entre les deux mondes. Une vengeance impériale, la première guerre médique en moins 490. L'expédition de Darius Ier contre Athènes et Érythrée. Suite à la révolte ionienne en 499-494, le roi Darius Ier est très irrité. Il a pris conscience que les Grecs peuvent faire appel au continent. Et souverain d'un empire immense et centralisé, il ne supporte pas qu'une petite cité périphérique comme Athènes se soit mêlée des affaires perses. Pour Darius, cette intervention constitue un acte de rébellion et il décide de punir les cités grecques continentales. Ses 3 objectifs pour cette première guerre médique sont de châtier Athènes, qui a envoyé 20 trières, de châtier Érythrée, qui en a envoyé 5, et également de sécuriser le bassin méditerranéen oriental, donc vers l'Asie mineure, Turquie actuelle, si je ne me trompe pas. Donc en 490, il lance une expédition navale vers la Grèce. Érythrée est prise, pillée et ses habitants sont déportés en Perse. La flotte débarque à Marathon, à quelques dizaines de kilomètres d'Athènes. Faut savoir que la Grèce est un terrain très montagneux avec très peu donc de grandes plaines. Marathon en est une, mais forcément, les Perses n'ont pas trouvé Marathon comme ça. Non. C'est un certain tyran, ancien tyran d'Athènes, qui a donné l'emplacement. Celui-ci a été chassé d'Athènes puisqu'il était un mauvais tyran. Il y a 2 types de tyrans, bien évidemment. Un bon tyran, donc arrivé par la force mais pour le bien de la cité, et un mauvais tyran, arrivé par la force mais qui s'accapare les biens de la cité ou qui ne fait rien pour le bien de la cité. Hippias et Hipparque sont des frères qui ont succédé à leur père qui était un bon tyran. Ces deux-là sont des mauvais tyrans. Un des 2 frères meurt en 514 et l'autre se fait chasser du pouvoir en 510. N'oubliez pas qu'on compte à l'envers, en descendant. Ainsi, ce frère, pas du tout content de s'être fait chasser du pouvoir, quand il sait que les Perses vont faire une expédition, il leur donne l'emplacement de Marathon. Il se dit que quand les Athéniens vont perdre, il pourra reprendre la cité et regagner sa place de tyran. Ainsi, cette bataille est rapidement pliée. Et c'est une victoire décisive d'Athènes, qui a été aidée par la cité de Platée. Ainsi, la bataille de Marathon, un exploit grec. L'armée athénienne, dirigée par Miltiade, marche rapidement vers Marathon avec environ 10 000 hoplites, qui les hoplites sont des sortes d'esclaves qui peuvent être utilisés comme soldats lors de la guerre. Je suis désolée pour mon terme utilisé. Sparte, bien que sollicitée, n'intervient pas, elle n'arrive pas à temps, elle est retenue pour une fête religieuse. Contre toute attente, Athènes attaque les Perses. Leur armement lourd et leur discipline tactique leur donnent l'avantage. Les Perses sont battus et contraints de rembarquer sur leur navire. C'est une victoire symbolique majeure. Athènes sauve sa liberté sans l'aide de Sparte. La démonstration que l'Empire n'est pas invincible, en effet, mais cela va amener à la Seconde Guerre médique et naissance d'un sentiment de fierté civique et du mythe fondateur athénien, qui va aller très loin. Le retour des Perses, la Deuxième Guerre médique, 480-479. Donc, pour la Deuxième Guerre médique, ce n'est plus Darius Ier, mais c'est son fils qui lui succède, Xerxès Ier. Celui-ci, il veut une revanche. Mais il n'a qu'un seul objectif dans sa guerre, c'est soumettre le monde méditerranéen. Et ainsi, avec ça, il fait preuve d'hubris, c'est-à-dire de démesure. Ce qui n'est vraiment pas bien, vraiment pas
Cette preuve de démesure le fait passer à mal dans l'estime des dieux, bien évidemment. Mais surtout, ainsi il ne réfléchit plus très bien. Donc, 10 ans plus tard, en 480, le fils de Darius, Xerxès Ier, lance une expédition titanesque. Pont flottant sur l'Hellespont, armée terrestre immense, 200 000 hommes selon Hérodote, probablement bien moins, puisqu'il y a 10 hommes pour un soldat, si je ne me trompe pas. Et soutien naval avec des milliers de navires, notamment fournis par les Phéniciens et les Ioniens. Objectif, soumettre toute la Grèce pour venger Marathon et sécuriser l'ouest de l'Empire. Une réponse grecque difficile et divisée. Les cités grecques sont loin d'être unies. Certaines, comme Thèbes ou Argos, choisissent de se soumettre ou de rester neutres. D'autres, menées par Sparte et Athènes, forment une alliance militaire exceptionnelle, la Ligue panhellénique. Athènes, dirigée par Thémistocle, qui est stratège, homme politique qui dirige la cité, convainc ses citoyens d'investir dans une flotte de guerre. Pour en revenir à l'avancée perse, les Perses passent par le nord. Ils passent par le détroit de Byzance, puis ensuite ils traversent la Thrace, ils passent la Macédoine et la plupart des cités sur leur chemin se soumettent à eux, donc ils n'ont pas vraiment à se battre jusqu'à arriver au passage entre la Grèce du Nord et la Grèce du Sud. C'est ici qu'il y a les Thermopyles, qui sont des petites passes étroites. C'est ici que se placent les Spartiates avec quelques autres hommes. Mais en voyant l'ampleur de l'arrivée des Perses, le général et le roi spartiate, décide de ne garder que les Spartiates qui ont reçu une éducation militaire de leurs 7 à leurs 20 ans. Une éducation militaire où ils vivent ensemble par tranche d'âge, ainsi ils se connaissent réellement. Ils savent comment se battre tous ensemble, entre eux, avec les techniques de tout le monde. Léonidas demande à toutes ses troupes de se retirer, sauf les Spartiates. C'est d'ici que nous vient le mythe des 300, avec un film qui lui est associé, si je ne me trompe pas. C'est ici qu'il y a eu le massacre, le sacrifice des Spartiates. Ces Spartiates ont tenu plusieurs jours d'affilée, donc 2-3 jours, pour retenir les Perses et ainsi permettre à Athènes de se préparer de leur arrivée. Cette bataille des Thermopyles est une victoire perse et donc une défaite spartiate, mais c'est quand même une victoire symbolique de la part des Spartiates. Ils ont réussi à retarder le plus possible les Perses. Pendant ce temps, Athènes avait envoyé une ambassade religieuse à Delphes pour parler à la Pythie, à l'oracle d'Apollon, et lui demander ce qu'il devait faire. La Pythie, comme à son habitude, répond quelque chose de très vague, comme quoi il faudrait construire une muraille de bois. Il y a deux visions qui s'opposent, deux écoles qui s'opposent, Simon et Thémistocle. Simon pense qu'il faut construire et renforcer la muraille présente autour d'Athènes. Mais Thémistocle a une autre idée. Pour lui, il faut construire des navires, il faut construire une puissance navale pour Athènes. Ainsi, c'est Thémistocle qui remporte ce débat. Il y a construction de plusieurs trières de navires. Et ainsi, la prochaine bataille va se passer sur mer. Ça va être la bataille de Salamine en 480. En effet, Xerxès a été prévenu par un grec, comme quoi ceux-ci allaient battre en retraite. Ainsi, il se dit qu'il sait qu'il va les prendre par surprise, que ceux-ci ne pourront pas s'en aller, qu'il va les bloquer. Et ne vous en faites pas, Xerxès n'est pas totalement toc-toc là-haut. Si il pense qu'un grec peut trahir les Grecs, c'est parce que c'est déjà arrivé, comme lors de la première guerre médique, avec donc un des deux frères tyrans qui a balancé la place de Marathon comme bonne place pour se battre. Lieu favorable. Et donc, Xerxès ne se méfie pas. Pour lui, c'est totalement normal. Ainsi, quand les Grecs vont se diriger dans l'anse de Salamine, il va croire il va croire qu'ils battent en retraite. Ainsi, qu'est-ce qu'il fait? Il y rentre dans l'anse de Salamine aussi. Sauf que c'était un piège, c'était une ruse des Grecs.
des Athéniens surtout. Et donc, les lourds navires perses ne sont pas faits pour se battre. Ils sont là que pour transporter les hommes, les provisions et les armes. Et du coup, les Perses se font massacrer lors de cette bataille. C'est donc une victoire athénienne, mais principalement perse d'après Hérodote. Et ensuite, sur la remontée, donc quand le reste des Perses qui ne se sont pas fait décimer à Salamine repartent en chemin inverse pour rentrer chez eux, ils se heurtent à des Grecs à Platée, cité qui a aidé Athènes à Marathon. Ils se heurtent à Platée et se font totalement laminer également. Mais pendant ce retour, certains Perses se retrouvent à Athènes, sachant que toute la cité d'Athènes se trouve sur les trières. Ainsi, la cité est vide. Les, les Perses en profitent pour incendier les temples et détruire et piller un peu. Tout ça pour se venger de l'incendie de la satrapie de Sardes lors de la révolte de Ioni, qui a été détruite de la même façon. Conséquence, les Perses abandonnent toute tentative de conquête directe avec la Grèce. Le monde grec se trouve renforcé et glorifié, naissance d'un sentiment panhellénique, même s'il reste fragile, et d'une culture donc commune, puisque les Grecs relèvent les corps, c'est-à-dire qu'ils mettent une fine couche de terre sur ceux-ci, et les Perses ne font pas ça. Ils n'ont pas les mêmes cultures, ce qui amène Otto et Lénicone à la prise de conscience d'une même culture. C'est une guerre qui est devenue fondatrice dans l'imaginaire grec. La victoire des cités libres contre l'Empire. Dans le récit grec, notamment chez Hérodote et Échille, la guerre n'est plus qu'un conflit. Non, c'est plus qu'un conflit. C'est un combat pour la liberté contre la tyrannie. Les Grecs sont présentés comme des citoyens libres, guidés par la raison et le courage. Les Perses comme des sujets soumis à un roi despotique, orgueilleux et décadent. Cette opposition se prolonge dans la culture, notamment avec la tragédie Les Perses d'Échille. Dans la politique, Athènes affirme être défenseur de la liberté, surtout contre Sparte dans quelques années plus tard, notamment avec la guerre du Péloponnèse. Et l'idéologie, cette opposition se continue dans l'idéologie, la barbarie perse devient le miroir inversé de l'humanité grecque. Mais il y a une mémoire sélective. Les Ioniens, qui avaient soutenu les Grecs ou servi les Perses, sont souvent oubliés ou discrédités. Et il va y avoir un tournant pour eux lors de la guerre du Péloponnèse. Athènes profite du prestige des guerres pour fonder la Ligue de Délos, qu'elle transformera en impérialisme athénien. Cette opposition perse-grecque devient un outil de propagande justifiant parfois la domination d'une cité sur une autre. Ainsi, les guerres médiques sont bien plus que de simples batailles. Elles ont constitué une épreuve fondatrice dans le monde grec. Victoire militaire contre une puissance considérée comme écrasante, affirmation d'une identité collective autour des notions de liberté, autonomie et courage. Opposition durable entre un Orient perçu comme despotique et barbare et un Occident grec idéalisé. Cette opposition, souvent exagérée voire caricaturale, a structuré pour des siècles la vision grecque du monde et influencera profondément la pensée politique, l'art et la culture grecque classique.